Richard Kleinschmager, je suis un ancien professeur de l'Université de Strasbourg, ce qu'on appelle parfois un émérite. Je suis également encore en activité d'une certaine façon, de manière beaucoup plus plaisante, en étant actuellement président de l'Université populaire européenne de Strasbourg, où j'ai succédé à Lucien Braun, qui en a été le président pendant 34 ans. De formation, je suis un peu un multicarte. Fondamentalement, je suis professeur de géographie et de géopolitique. J'ai été, moi, je le suis encore un peu. Et j'ai enseigné à la faculté de géographie, à l'Institut d'études politiques, où j'avais par ailleurs fait des études également. Voilà pour ma présentation. J'ai fait quelques ouvrages sur l'Alsace. Celui qui peut-être a été le plus porteur, ça a été Géopolitique de l'Alsace, paru en même temps qu'il y avait une édition nationale des Géopolitiques des régions chez Fayard, paru de manière individuelle ici, grâce au travail d'Armand Peter aux éditions BF, sous une forme d'un fascicule unique. Voilà, donc je me suis toujours intéressé à la vie politique régionale, mais aussi au développement géographique de la région. Et c'est vrai qu'on a vécu, là, pendant les 50 dernières années, un certain nombre de mutations qui sont peut-être plus importantes que ce qu'on perçoit actuellement. Ces mutations, elles sont, je dirais, la suite logique de ce bouleversement qu'a été au XXe siècle, l'effondrement du bloc Est-Ouest, enfin de cette rivalité Est-Ouest, l'effondrement donc du mur de Berlin. Berlin étant une ville très singulière, qu'on est nombreux à avoir visité avant la chute du mur, parfois pendant et aussi après. Et donc dans ce bouleversement, je dirais que l'Alsace, qui était une région frontalière de la France, la pointe avancée de la France, et je dis bien de la France du pays, vers l'Est, une espèce de tremplin entre l'Allemagne et la France, de part et d'autre, s'est trouvée confrontée à une évolution générale des rapports géopolitiques en Europe, qui est que ce qui a été un des poids majeurs, un des axes du développement de l'Europe après la guerre, qui a été le franco-allemand de manière générale, qui a été la reconstruction de l'Europe autour de cet axe-là, franco-allemand. On voit bien que les Anglais n'étaient partie prenante que pour une petite part, puisqu'ils s'en sont retirés aujourd'hui de l'Europe. Eh bien, l'Allemagne, qui s'est appuyée sur la France pour restaurer en quelque sorte sa puissance en Europe, mais dans le monde aussi de manière générale, aujourd'hui, après la réunification, est embarquée dans la reconstitution de sa véritable, j'allais dire, nature géopolitique, qui est d'être la grande puissance centrale d'Europe. Et donc, ce qui était pour l'Alsace un atout majeur, qui était la première région française auprès de l'Allemagne, aujourd'hui, c'est une région de l'ouest de l'Allemagne, au-delà de la frontière, sachant qu'évidemment le Bade-Wurtemberg reste une région extrêmement importante, que la Ruhr n'a pas totalement perdu de son importance, même si la nature de son activité n'est plus la même, mais la dynamique allemande, elle passe aujourd'hui beaucoup plus par Berlin, l'axe Hambourg-Berlin, et au-delà Prague, Vienne et Budapest, et que par rapport à cette dynamique qui a été portée par la reconstruction de la RDA, en quelque sorte, sa réintégration dans l'État-nation allemand, en quelque sorte, eh bien c'est vrai que je dirais que les enjeux pour les Allemands que représente l'Alsace, ou l'enjeu allemand pour l'Alsace, a changé de nature. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que la France a toujours eu une certaine logique et perception géopolitique de l'Alsace qui était une région qui, un peu comme on disait de l'Italie autrefois, Faradacée, elle se fait d'elle-même, après la guerre,
la force et le développement de l'Alsace s'est appuyé sur beaucoup d'appuis étrangers qui sont venus, je veux dire, non pas par volontarisme, etc., mais par esprit, je dirais, de logique économique, que l'Alsace a attiré, qui ont fait son développement, japonais, américains, et allemands surtout, et suisses surtout, et que cette logique-là s'est étiolée. On le voit bien aujourd'hui, elle n'est plus réellement opérante. Et donc, c'est vrai, là-dessus se sont greffées en plus toutes sortes d'évolutions des appareils de production qui font qu'on n'est plus dans les mêmes logiques. On est dans une logique de région riche et dynamique, c'est vrai, mais les perspectives de développement majeures qui étaient celles de l'Alsace auparavant ont commencé à s'étioler. Et donc, on voit, on parle, on dit très largement que la région est devenue une espèce de réservoir de main-d'œuvre du développement de l'Ouest allemand, que l'économie régionale a disparu. Il n'y a plus de très grandes entreprises régionales qui sont capables de dire « je structure mon espace régional ». On n'a pas Mercedes ici, comme on l'a à Stuttgart, etc. La plupart se sont dissoutes dans les logiques aujourd'hui de grandes firmes et de firmes multinationales et de la mondialisation de manière générale. Donc c'est vrai que je crois qu'il y a au moins, à tout le moins, des interrogations sur le développement de l'Alsace qui n'est plus dans le même statut, les mêmes logiques. Alors, il faudra qu'elle recompose ces logiques par la suite. Je pense que les politiques alsaciens sont comme beaucoup de politiques dans toutes les régions. Ils sont, je veux dire, chargés de mettre en musique un certain nombre de développements, mais ils ne les maîtrisent pas. L'essentiel, qui est la décision économique, la capacité à peser de manière forte sur, j'allais dire, l'engagement de capitaux et la prise en compte des main-d'œuvre existantes. Mais on voit bien, à tous les niveaux, ça a disparu. Les maîtres du monde, ce ne sont plus les politiques. Ce sont les grandes entreprises, et pas la peine de parler de GAFA, etc. Il y a bien des entreprises qui structurent l'espace mondial et font la politique mondiale aujourd'hui. Alors, a fortiori, au niveau régional, la maîtrise des développements, elle est faible. On peut, à la marge, impulser un certain nombre de choses, on peut préserver quelques éléments de développement, mais c'est vrai que, je dirais globalement, le pouvoir politique par rapport à l'économique s'est considérablement affaibli au cours des dernières décennies. Quand j'ai commencé ma carrière de consommateur de banque, j'étais au CIAL, Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine, et maintenant je suis au CIC, le CIAL a disparu, la référence Alsace-Lorraine a disparu. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de, je dirais, il n'y a que des grands opérateurs nationaux dans lesquels, effectivement, il y a peut-être des savoir-faire bancaires ici. Les bourses régionales ont disparu, celle de Nancy n'a plus beaucoup d'importance, du moins si je comprends bien. Et donc, c'est vrai que dans une région riche comme l'Alsace, en PIB par habitant, c'est vrai que la banque reste un élément important. On est aussi ici dans la région les héritiers d'un dispositif bancaire tout à fait singulier qui était le crédit mutuel, les fameuses Raiffeisenbanken du début du siècle, qui étaient liés au monde catholique, qui était aussi un instrument de lutte contre, entre guillemets, l'usure juive. Enfin, il y avait un aspect politique et polémique dans la construction du crédit mutuel de manière initiale. Tout ceci, c'est de l'histoire ancienne. Le crédit mutuel est un des grands opérateurs, même s'il est associatif, national. Et on voit bien dans ses ambitions bancaires la fédéralisation de toutes les caisses mutuelles, et puis aussi, je dirais, ses ambitions économiques au sens large. La presse en est le témoin, puisque aujourd'hui, un groupe bancaire comme le Crédit Mutuel contrôle une grande partie de la presse régionale, en tout cas de l'Est français. Cette région qui est, qu'on le veuille ou non, je ne dis pas au centre de l'Europe, parce que toutes les régions vont essayer d'expliquer qu'elles sont au centre de l'Europe, mais elle est quand même, je dirais, dans une position singulière, plutôt centrale, rhénane, a eu partie liée aux grands mouvements de migration internationaux qui ont existé. On parle de Peugeot aujourd'hui, certain que sans l'immigration assez massive
notamment maghrébine vers Mulhouse et la région de Mulhouse, Peugeot aurait eu du mal à se développer, mais la région de Mulhouse, au moment de la découverte du bassin potassique, s'est développée sur la base de l'immigration massive d'Italiens, de Polonais, qui ont structuré, qui ont rendu possible l'exploitation industrielle de ce bien minéral. Et donc, c'est vrai que cette région, quand elle n'est pas cette région ne se limite de toute façon pas à l'agriculture, mais son développement, il a toujours été lié, comme il y a eu des Suisses qui, au XVIIIe siècle, sont venus s'installer ici. C'est une région qui est habitée par la migration, si je peux dire, c'est un peu un oxymore, mais qui est réellement, j'allais dire, combinée, connectée au monde du travail extérieur et en profitent et font travailler. Alors le paradoxe aujourd'hui, c'est que les Alsaciens eux-mêmes deviennent des émigrants, enfin, du travail. Disons, quand on dit immigration vers la Suisse et l'Allemagne, c'est pas quelques dizaines, c'est 62 000 à peu près, sauf erreur de ma part aujourd'hui, personnes qui tous les jours font la navette d'un pays à l'autre. Il n'y a aucune réciprocité. Hein, ça marque bien le différentiel de développement de part et d'autre du Rhin. Ce développement de l'immigration par rapport à l'histoire traditionnelle de l'Alsace et de l'histoire de l'après-guerre surtout, crée une distorsion géographique globale. Ce qui est évident, c'est que l'Alsace, comme d'autres régions, vit, et peut-être vit pas très bien, ce qui n'était pas toujours aussi évident, la distorsion entre le développement métropolitain, on va dire, de Strasbourg et de Mulhouse dans une certaine mesure, moins de Colmar, et je veux dire le fait que tout se concentre, y compris l'immigration, sur ces villes. Et ces villes, métropoles, Strasbourg en est une, elle est même la métropole du Grand Est aujourd'hui, c'est là où se produit la richesse. Des économistes comme Pierre Vez, par exemple, arrivent à expliquer que 61% de la richesse française est produite dans les 10 métropoles françaises. Et donc on a une distorsion, on a une région dont la tradition de la connexion entre la campagne et la ville principale où on allait travailler et on rentrait le soir, c'est vrai que ça reste important. La gare de Strasbourg est une gare phénoménale, il y a 18 millions de personnes qui transitent chaque année dans la gare de Strasbourg. Et la majorité sont des pendlers, hein, enfin des gens qui viennent de la campagne, et parfois d'une campagne lointaine pour venir travailler à Strasbourg. Et puis les bouchons, les célèbres bouchons de l'autoroute en témoignent également. Mais ça n'empêchait pas pendant très longtemps qu'il y avait également un développement périphérique. Niederbronn, un certain nombre d'industries mécaniques, les vallées vosgiennes, etc., avaient encore, je veux dire, ont longtemps eu une capacité économique, je ne veux pas dire autonome, mais réelle. Dans les années 60, 70, juste avant la grande crise du textile, c'est vrai que les vallées vosgiennes avaient une certaine autonomie, avaient une aisance qu'elles ont totalement perdue. Alors, qu'est-ce qui s'est substitué? Quelque chose qui n'est pas très gratifiant. Le fait d'avoir accueilli de manière assez massive, en résidence, des gens qui travaillent dans la ville. Et donc on a une distorsion qui est majeure par rapport à autrefois entre les lieux où les gens travaillent et les lieux où ils vivent, le reste de leur temps qui n'est pas le temps de travail, et ce temps ne cesse d'augmenter. Et c'est vrai que cette distorsion, avec le rêve du pavillon, avec le rêve de la petite vie autonome, et en Alsace, de la vie villageoise, etc., crée un sentiment diffus de mal-être, certainement, ne serait-ce que parce que cette distorsion a un coût pour les personnes qui est absolument énorme. Et je pense que les mouvements récents ressortent de ça. Alors, on a creusé en quelque sorte l'espace, on a diminué
les capacités des espaces périphériques à exister par eux-mêmes, et on est dans une métropolisation globale qu'on retrouve ailleurs, qui est peut-être d'autant plus remarquable que la densité de population en Alsace reste très forte. L'Alsace est une grande région touristique, mais à l'extérieur, c'est des points, des spots, des pots de miel, comme disent parfois les spécialistes du tourisme, qui agglomèrent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, il y a 14 millions de touristes en Alsace tous les ans, 21 millions de visiteurs, 14 millions de touristes. On peut faire vivre des points précis qui ont les caractéristiques et les qualités touristiques qu'il faut pour ça, mais ce qui est l'avis de la plupart des gens, qui est ce rapport au travail qui est important, même s'il évolue considérablement, ce rapport entre la résidence et le lieu de travail est devenu problématique. Strasbourg a plusieurs atouts. Je dirais fondamentalement les institutions européennes, même si elles ne sont pas, j'allais dire, de la dimension de celle de Bruxelles. Mais le Conseil de l'Europe, par exemple, que beaucoup de gens méconnaissent, est une institution importante. Le Parlement garde, j'allais dire, l'aura qu'ont tous les parlements dans les grandes villes parlementaires, même si on voit bien que les coups de boutoir s'abattent. Et au passage, je dirais, le retournement un peu des positions allemandes sur ces questions-là me semble un peu symptomatique de ce que je dirais. Les Allemands sont moins intéressés aujourd'hui par Strasbourg qu'ils ne l'étaient auparavant. Et donc, par facilité fonctionnelle, Bruxelles n'est pas une hypothèse totalement à écarter pour les Allemands. Donc, les institutions européennes sont importantes, elles sont là depuis 1949, depuis l'après-guerre, elles ont manifesté symboliquement beaucoup de choses. Et l'université, elle, est importante. C'est un lieu majeur parce que c'est aussi un lieu de, je veux dire, non pas d'attraction, oui, d'attraction, mais aussi de projection de Strasbourg et de l'Alsace vers l'extérieur. C'est une des... S'il y a 5 grandes universités en France, Strasbourg en fait partie. Ce n'est pas la première, mais 4/5e peut-être par le poids, par l'importance des disciplines. Et c'est une histoire aussi tout à fait particulière, cette université. C'est quand même une université, alors il existait des académies, j'allais dire des universités au petit pied auparavant, avant quoi? Avant 1871, la création de la Kaiser Wilhelm Universität, c'est-à-dire une grande université vitrine de l'Allemagne qui vient de voir tomber dans son escarcelle l'Alsace et la Moselle. La notion même d'université, ensemble complet de disciplines concourant ensemble au développement des savoirs, c'était pas dans l'optique, si vous voulez, de la vision française du développement des savoirs, où on aimait beaucoup en plus un certain nombre de formations plus réduites et plus élitaires comme les grandes écoles. Et donc ce développement universitaire, il était symbolisé par le palais universitaire, l'actuel palais universitaire, qui sert aujourd'hui à la théologie, à l'histoire et à l'histoire de l'art, regroupait toutes les disciplines avec les prolongements sur les ailes et symbolisait très bien. Mais c'est vrai que vers 1900, il y avait à peu près 3000 étudiants, dont le Kronprinz, enfin dont des grands futurs acteurs de la vie économique et scientifique allemande. Et puis il y avait aussi, je dirais, un statut qui était très vite international. Le lien avec le Japon, dont on s'étonne parfois ici à Strasbourg, en Alsace, est un lien qui s'était déjà forgé à l'époque de l'université, puisque on avait accueilli au musée zoologique de Strasbourg une formidable collection de toutes les espèces de la mer du Japon. Et cette collection, qui avait été collection d'Iterlen, qui a été incorporée dans les musées de Strasbourg, enfin qui est devenu un des objets de ce musée à la fois universitaire et municipal qui est le musée du boulevard de la Victoire. Aujourd'hui, elle est visitée par les Japonais qui n'ont pas
l'équivalent de cette collection. Ils peuvent retrouver toute la biodiversité de l'époque à travers ce rassemblement qui avait été opéré à la fin du siècle dernier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette université-là, elle était une projection dans le monde de Strasbourg, en particulier, mais aussi de l'Alsace. Et quand les Japonais sont venus s'installer auprès de Colmar, Sony par exemple, etc., l'Alsace est plus familière que d'autres régions et je pense que ça a pu jouer dans ce sens-là. Le réseau des universités du Rhin supérieur, je ne sais pas s'il est totalement structuré du point de vue juridique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne avec la chance pour Strasbourg d'avoir de très grandes universités à proximité, Fribourg, Heidelberg, Karlsruhe pour l'université technique, Bâle, qui est une des universités européennes les plus importantes dans les classements internationaux. Bâle, qui est une ville qui porte, je pense, beaucoup des chances de développement de l'Alsace du Sud, parce que c'est cette, comme l'appellent les Bâlois, diese kleine Weltstadt, cette petite ville mondiale. Et c'est vrai que Bâle joue d'emblée dans le monde entier, à travers la chimie bâloise, évidemment, à travers les industries pharmaceutiques bâloises, mais aussi, si on prend le domaine des arts, Art Basel, c'est aussi à Miami. Enfin. Et donc, cette dynamique-là, qui est tout à fait singulière, de la Suisse, une dynamique bien comprise pour ses propres intérêts, mais profite forcément, si vous voulez, à l'Alsace. L'aéroport de Bâle-Mulhouse en est aussi un des témoignages. Je ne vois pas en quoi le Grand Est détruit, possiblement ou virtuellement, j'allais dire, les affinités culturelles de l'Alsace, ses caractéristiques propres, etc. Par contre, l'Alsace peut, à certains égards, être locomotrice. Et pourquoi pas jouer des solidarités avec des régions qui sont effectivement... Je ne parle pas de la Moselle, qui a un rapport très particulier avec l'Alsace et qui en est très proche par certains aspects, mais les autres, la Meuse, l'Ain, les Ardennes, etc., sont des régions qui peuvent bénéficier de cette dynamique alsacienne. Et est-ce que ce n'est pas un jeu intéressant ? Est-ce qu'on ne peut pas développer, j'allais dire, un esprit de solidarité peut-être un peu plus marqué avec cet ensemble et faire fructifier en quelque sorte ces liens. Alors c'est difficile, c'est peut-être verbal, c'est peut-être pas prendre en compte quoi. Eh bien, effectivement, le fait que ici on parle alsacien pour une bonne part, hein, on ne sait pas très bien, mais certainement une quarantaine de % des Alsaciens parlent encore l'alsacien de manière assez courante. Mais c'est vrai que le cadre administratif, est-ce qu'il est décisif ? Est-ce qu'il est absolument déterminant ? Est-ce que le cadre territorial, c'est pas une vision, j'allais dire, un peu du passé, qui n'a de sens que quand on crée un État ? Alors, est-ce qu'on veut créer un État alsacien ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Ça ne me semble pas très approprié. Le cadre territorial régional, c'est vrai qu'en France, il n'a jamais signifié grand-chose. On n'est pas dans une logique de land. On n'est pas dans une logique d'État fédéral. Alors, est-ce qu'on veut fédéraliser la France ? J'en suis pas certain. À preuve, la façon dont finalement le cadre régional nouveau est passé avec des tensions, etc., qui étaient liées aux intérêts à la fois personnels et de groupes de certains. Mais c'est vrai qu'on n'a pas touché à la Bretagne, on n'a pas touché à la Corse, on a touché à l'Alsace. Alors, est-ce que néanmoins ce cadre régional est totalement satisfaisant ? Si le salut de l'Alsace avait tenu au cadre régional ancien, eh bien, je pense qu'il aurait été plus manifeste pour les Alsaciens qu'il faille construire et développer et manifester ce cadre régional. Et ils en ont eu l'occasion en 2013. Eh bien, il a été récusé pour des raisons un peu baroques, si je peux dire, sinon mesquines. Et on se retrouve avec l'idée, et je pense que ça a forgé un peu l'idée de, bon, finalement, ce cadre régional n'est pas si important que ça. Est-ce que, politiquement,
les États français et allemands? Est-ce que politiquement, les Länder allemands et peut-être le canton de Bâle, ville et campagne, sont dans cette perspective-là de création d'une entité rhénane supérieure? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y ait les forces qui poussent à cela. On aimerait bien en Alsace qu'il y ait comme ça une appétence pour la structuration de ce Rhin supérieur. Mais comme dit déjà, les accents du développement allemand, ils sont moins marqués aujourd'hui sur cette région qu'ils ne l'étaient autrefois, vu le développement de l'Est européen, etc. Alors, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Ça posait d'autres questions qui sont pas simples. Et je dirais l'idée d'une intégration du Rhin supérieur fait fi de beaucoup d'éléments qui ont structuré la vie régionale. J'ai parfois un peu l'impression que c'est un wishful thinking, enfin de l'envie de penser positivement les choses, plutôt qu'une réalité qui est revendiquée d'une façon ou d'une autre, ou voulue d'une façon ou d'une autre, je dirais de l'autre côté du Rhin. Et donc, il faut prendre la mesure des choses. C'est vrai que en regardant des cartes, en regardant des logiques de population, etc., il y a des caractéristiques rhénanes fortes de l'Alsace. Est-ce qu'il y a une volonté forte ailleurs qu'en Alsace de faire, j'allais dire, une union rhénane de régions, de villes et de métropoles? Les villes font du réseau. Et la logique du Rhin, c'est que les villes sont en réseau les unes avec les autres, échangent, etc. Le modèle universitaire, c'est le modèle général du développement du Rhin, enfin de la façade de la portion rhénane de l'Europe. La logique française, c'est le grand centre, Paris. La logique bavaroise, c'est Munich. Et pas ce type de réseau qu'on a et qui est singulier dans le Rhin, avec des villes d'un point à peu près comparable. C'est la logique rhénane, elle existe. Peut-être que Metz et Nancy ne sont pas loin de s'intégrer dans cette logique-là. En tout cas, toutes les villes qui s'égrènent le long du Rhin le sont. Et donc, il y a une nature rhénane, une nature géographique rhénane, qui fait qu'on est plus dans des équilibres entre grandes villes ou métropoles, même, on peut dire. Francfort est quand même une ville majeure en Europe. Plutôt qu'avec de fortes densités de population rurale, c'est des tissus humains très denses, plutôt que dans ces logiques du Grand Est français, enfin, où on est au contraire dans un désert. Avant quoi? Avant la ville mondiale qu'est Paris. Et si la France accorde tant d'importance à Paris, c'est que c'est un de ses atouts mondiaux. Comme Londres l'est pour la Grande-Bretagne, comme d'autres, New York ou San Francisco ou Los Angeles, le sont pour les États-Unis. Je crois que ce qui a transformé les paysages, les a mités, les a un peu détruits par bien des aspects, ça a été le développement économique industriel. Et cette concentration sur la plaine, des activités, tout ça. On est quand même dans une évolution extrêmement rapide et dont je pense qu'on ne mesure pas toutes les conséquences, d'un nouveau modèle économique qui est le numérique. Et le numérique a un rapport à l'espace qui est totalement différent de celui qu'avait l'industrie. L'industrie avait vitalement besoin de beaucoup de place et d'espace. Le numérique n'est pas dans cette logique-là. Il a besoin de réseaux, il a besoin de relais des réseaux, il a besoin de personnes qui le nourrissent, et de manière, je pense que ça va être de plus en plus important, tout en dégageant des temps libres de plus en plus importants. Et je crois qu'on est profondément, là, en 10 ans, parce que le développement du numérique est quand même très récent, en train de changer de modèle général de développement qui va peut-être nous obliger à revoir la question des rapports entre les espaces métropolitains et ce qui les entoure. Peut-être que ces 18 millions de personnes qui transitent chaque année à la gare de Strasbourg, progressivement, vont changer de modèle de travail. Je ne parle pas de télétravail parce que ça c'est minime, mais je crois qu'on va avoir massivement de nouvelles
distribution des modalités du travail qui vont peut-être, je l'espère, peut-être que je suis excessivement pessimiste, davantage protéger l'espace géographique. C'est tout le mal que je nous souhaite.